D'aucuns pensent que les choses et les lieux ont des âmes, et d'autres pensent qu'ils n'en ont pas. Quant à moi, je ne saurais dire. Mais il faut que je vous parle de la rue. Ils étaient du même sang que nous et arrivaient des îles bénites, de l'autre côté de la mer. Tout au début, la rue n'était qu'un sentier, parcouru par les porteurs d'eau, faisant la navette entre la source située dans les bois et les maisons près de la plage. Puis, au fur et à mesure que le hameau s'agrandit, de nouveaux venus construisaient au nord des cabanes de rondins ou de chênes, dont le côté, orienté vers la forêt, était recouvert de maçonnerie pour résister aux flèches enflammées des Indiens. Quelques années plus tard, d'autres émigrants commencèrent à bâtir des cabanes sur le côté sud de la rue. À cette époque, des hommes graves aux chapeaux coniques, toujours armés de mousquetons, marchaient dans la rue. Il y avait également leurs femmes coiffées de bonnets et leurs calmes enfants. Le soir, tout ce petit monde s'asseyait auprès d'immenses foyers pour lire ou parler. Les choses qu'ils disaient et qu'ils développaient étaient très simples, mais elles leur redonnaient du courage et de la vigueur. Elles les aidaient à vaincre la forêt et à labourer les champs. Les enfants entendaient raconter les actions des anciens et leurs lois, et surtout, ils écoutaient inlassablement parler de cette chère Angleterre dont ils ne pouvaient se souvenir puisqu'ils ne l'avaient jamais connue. Howard Philip Lovecraft, La rue. Bienvenue dans les Échos d'Arkham, je suis Kevin et dans cette discussion, je suis rejoint par mon ami Guillaume, un autre passionné par le jeu emblématique du paysage rôliste, l'Appel de Cthulhu. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de l'épisode, je vous invite dès à présent à le faire. Il est intitulé « Les mystères d'Arkham, une visite guidée de la ville ». Avant de commencer cet épisode, qui fait partie de cette série sur la célèbre ville fictive de Nouvelle-Angleterre, je te propose de passer un tout petit moment où nous allons parler de notre actualité. Alors, la première actualité, c'est que le 19 mai à 20h, nous allons débuter notre premier live sur Twitch. Ah, ça tombe bien parce que le dimanche, on pourrait perdre son temps devant la télé. Mais là, on va faire quelque chose de tellement plus intéressant. Et en plus, le lendemain, c'est férié. Donc la date est toute trouvée. Si vous ne l'avez pas encore inscrit dans vos agendas, eh bien, vous pouvez le faire dès à présent. Et surtout, vous connectez sur notre chaîne Twitch. On mettra l'adresse dans la description de cet épisode et vous allez pouvoir cliquer sur le bouton suivre la chaîne, histoire d'être rappelé que le live va commencer. Mais on le fera aussi également sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook et YouTube. Et nous vous promettons beaucoup de chaleur dans cette partie, n'est-ce pas ? Eh bien oui, parce que en fait, nous allons vous proposer de jouer avec nous à un scénario qui s'intitule « Seul contre les flammes ». Donc forcément, ça sera un moment chaud, très chaud, mais pas forcément dans tous les sens du terme. Concernant le reste de notre actualité, on va continuer à vous remercier aussi pour les commentaires qu'on a de plus en plus régulièrement et puis les échanges qu'on peut avoir avec certaines d'entre vous. Ça nous fait toujours super plaisir d'avoir des réactions par rapport au sujet qu'on traite dans ce podcast. Ça nous donne aussi beaucoup de courage et beaucoup d'envie de continuer tout simplement de savoir qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui apprécient ce qu'on produit. Et tout simplement, ça nous fait très 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 plaisir. Et puis ça nous donne aussi des idées pour des futurs sujets, puisqu'on a reçu quelques propositions de thèmes qui vont venir plus ou moins rapidement. Concernant le reste un peu des nouveautés, en tout cas ce qu'on va appeler les actus, tout ce qui tourne autour de Lovecraft et de cet univers-là, on pourra en parler un petit peu plus dans la bibliographie, donc restez avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. On vous partagera quelques publications et des choses qui ont pu sortir récemment sur Lovecraft. Quelques actualités, mais pour l'instant,
nous allons quitter le présent pour nous plonger dans le passé, parce que le début, la première partie de cette émission va avoir pour thème l'histoire d'Arkham. Oui, dans le premier épisode, dans cette première partie d'épisode de cette série des Mystères d'Arkham, nous avions parlé de la ville dans les récits du maître de Providence. On avait parlé des transports dans la ville et nous avions commencé à faire une petite visite guidée des différents quartiers. Donc c'est ce qu'on va continuer à faire aujourd'hui, mais plutôt dans la deuxième partie d'épisode. Mais comme tu le dis tout à fait, cette première partie d'épisode va être consacrée à l'histoire de la ville d'Arkham. Alors, l'histoire d'Arkham, elle s'inscrit dans celle plus vaste de la colonisation anglaise, des territoires qui formeront plus tard la Nouvelle-Angleterre. C'est-à-dire, grosso modo, la partie nord-est des actuels États-Unis d'Amérique. Cette période coloniale anglaise, elle remplit Lovecraft de nostalgie. Vous avez pu l'entendre dans ce texte, La Rue, dont il est l'auteur. Ça apparaît dans d'autres de ses nouvelles. On peut dire que Lovecraft aurait sûrement aimé être un gentleman anglais avec du XVIIIe siècle, voire du XVIIe siècle. Cependant, on peut le dire, cette nostalgie, elle est un peu illusoire. Et cette période, la période de la colonisation, qui va globalement s'étendre du XVIIe au XVIIIe siècle, n'est pas aussi noble et heureuse qu'il le prétend. L'histoire des 7 États qui formeront plus tard la Nouvelle-Angleterre ne commence cependant pas avec la colonisation anglaise. Avant les Anglais, il y avait eu les Hollandais, avec leur fameuse New York, les Français et les Scandinaves. Mais avant eux, il y avait les Indiens, et avant eux encore, on ne sait pas. Peut-être, y a-t-il eu d'autres choses, d'autres races qui ont habité sur le continent. Alors dans les suppléments sur Arkham, on n'en parle pas tellement. Il y a juste un scénario. À ma connaissance, il y a un scénario qui parle d'une présence non humaine sur un territoire proche d'Arkham. Un scénario qui s'appelle Un sourire peinturluré. Mais au contraire d'autres zones des terres de Lovecraft, surtout je pense à Dunwich. On peut parler d'Innsmouth aussi, où on a clairement la trace de présence non humaine, de présence du mythe sur les lieux. C'est pas tellement le cas à Arkham. Donc on peut dire que le territoire même de la ville ne semble pas avoir connu d'activité des créatures du mythe. Arkham diffère en cela des contrées que j'ai citées, telles Dunwich et Innsmouth. Pour donner un exemple un peu intéressant, c'est que la dernière fois, quand on avait enregistré cette première partie d'épisode sur Arkham, on était parti avec Les Mystères d'Arkham, la publication de Descartes des années 90. Et ce nouveau supplément d'Arkham qui est sorti chez Chaosium ne l'était pas encore il y a quelques mois. Et on y voit une différence assez significative, même si ça reste quand même un peu anecdotique, parce qu'il n'y a pas grand-chose en termes textuels dans le supplément. Mais l'ajout est intéressant. Là où l'histoire d'Arkham commençait déjà avec des colons qui sont persécutés par l'église congrégationnaliste de Boston, je crois, ou de Salem, qui arrivent sur les terres qui allaient devenir Arkham. On a directement sur les terres d'Arkham et des environs
une tribu indienne qui est une branche de la plus grande tribu des Wampanoag, et cette tribu s'appelle les Misquats. Et donc dans ce nouveau supplément sorti chez Chaosium, on a cette histoire de cette tribu des Misquats qui est là avant les premiers colons. Alors peut-être que eux ont vécu des choses avec, ça serait à imaginer, ont vécu des choses avec d'autres races peut-être dans des temps plus anciens. Ce qui est sûr, c'est que dans ce supplément-là, en 1922, du coup la date qui a été fixée pour ce supplément, on a très peu de personnes qui sont encore vivantes de cette tribu-là. On pourrait éventuellement en trouver dans des réserves indiennes, mais à d'autres endroits. Il mentionne quand même un personnage en particulier dans le supplément. Peut-être qu'on y reviendra à un moment donné dans la visite. En tout cas, un personnage qu'on pourrait rencontrer qui serait de descendance Misquat. Il y a toujours dans le scénario Un sourire peinturluré, il y a mention effectivement également d'une vieille guide indienne qui, je suppose, doit être Misquat. C'est peut-être le même personnage. Pour bien comprendre l'histoire d'Arkham, il faut comprendre celle de la région des États-Unis appelée Nouvelle-Angleterre, région qui comprendra 6 futurs États, le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, Rhode Island et le Vermont, situés tous les 6 dans le nord-est du pays. La région connaît un premier développement rapide au XVIIe siècle du fait de l'installation des puritains en quête de liberté religieuse. Alors, d'autres régions, comme la Virginie ou la Pennsylvanie, ont été colonisées suite à des contrats passés entre la couronne britannique et des propriétaires ou entrepreneurs privés, ou par l'annexion à des puissances étrangères, comme la Floride, aux Espagnols, ou New York, qui s'appelait anciennement New Amsterdam, par les Hollandais. Mais les États de la Nouvelle-Angleterre ont été colonisés par les puritains. Si par exemple vous avez vu Shakespeare in Love, vous avez vu que dès le règne de la reine Élisabeth, il y avait déjà des Anglais qui partaient pour l'Amérique, mais que généralement c'était des propriétaires terriens. Là en l'occurrence dans Shakespeare in Love, c'est un exploitant qui va, si je me rappelle bien, en Virginie. Mais la façon de faire et l'implantation des puritains, elle est tout à fait différente. Alors, diverses tentatives avaient précédé l'implantation des puritains transportés par le Mayflower, mais ces tentatives avaient débouché sur des relations commerciales avec les Indiens, l'installation de forts et de comptoirs, mais aucune véritable colonie de peuplement. Ce sont ces puritains qui débarquent le 21 décembre 1620 à un endroit qui sera nommé plus tard Plymouth, depuis Plymouth, comme le port anglais, depuis un navire dont le nom est rentré dans l'histoire, c'est le Mayflower. Alors, qui sont ces puritains ? Ces puritains, ce sont les membres d'un mouvement réformateur issu de l'église anglicane, elle-même une branche du protestantisme. Et ce mouvement réformateur critique l'église anglicane. Vous savez peut-être que l'église anglicane a été fondée par le roi Henri VIII pour différentes raisons, notamment pour la possibilité que lui donnait cette religion de se séparer de sa femme. Mais elle était marquée par le catholicisme dans lequel le roi avait grandi et influencé par le protestantisme. Et les puritains trouvaient que la religion anglicane était trop influencée dans son cérémonial par le catholicisme. Ils cherchaient à purifier leur église pour la rendre plus proche des enseignements initiaux du protestantisme, ceux de Luther et de Calvin.
Pour eux, la relation personnelle avec Dieu est essentielle et le cérémonial est secondaire. Ils considéraient que l'Église catholique, qu'ils appelaient l'Église papiste, était sous la domination du pape de façon trop importante et imposait un cérémonial sans valeur, que les fidèles étaient laissés dans l'ignorance. Et même l'Église anglicane, qui était sous la direction du roi d'Angleterre, était trop imposée par cette gouvernance. Ils considèrent donc que les églises doivent être indépendantes et ne pas dépendre du chef de l'église anglicane, en l'occurrence le roi d'Angleterre, tout comme les protestants refusent l'autorité du pape. Ce refus de l'autorité du roi d'Angleterre explique leur persécution par les autorités anglaises. Certains membres de ce groupe ont abandonné l'idée de réformer l'église anglicane de l'intérieur et ont préféré s'en séparer pour tenter leur chance ailleurs. Ainsi, un groupe de 35 puritains, accompagnés de 67 autres passagers, financés par une compagnie commerciale privée, la compagnie de Plymouth, je vais avoir du mal avec Plymouth, je crois, d'où le nom de la ville où ils vont s'implanter, vont tenter l'aventure en Amérique du Nord à bord du Mayflower. Et ils sont marqués de ce que leurs descendants vont considérer comme leurs deux libertés fondamentales, la liberté religieuse et celle d'entreprendre. Encore aujourd'hui, ce sont... Pour les citoyens des États-Unis actuels, ce sont deux libertés totalement essentielles. Ils débarquent donc sur le territoire des Patuxet et des Massachusetts. Je crois que les Patuxet, je l'ai bien dit. Qui donneront donc les Massachusetts, qui donneront leur nom au futur État. Mais ne rencontrent pas une grande résistance, car ces deux ethnies indiennes ont succombé en grand nombre aux épidémies ayant ravagé la région entre 1617 et 1620. Ils ne s'opposent donc pas réellement aux puritains qui descendent du Mayflower. La colonie fonde le petit village de Plymouth, qui grandit lentement. Après un premier hiver très difficile, elle passe ensuite de 124 habitants en 1624 à 550 habitants en 1637. Les puritains restent majoritaires et imposent leurs règles aux autres colons. De nouveaux villages sont créés au fur et à mesure. La colonie du Massachusetts s'est fondée et devient une destination importante pour plusieurs milliers de séparatistes puritains. La ville de Boston, par exemple, est fondée en 1630, donc 10 ans après le débarquement des puritains du Mayflower. Cette colonie dispose assez longtemps d'une certaine autonomie par rapport à la couronne britannique. Les règles s'appliquant sont celles du contrat qui a été préparé à bord du Mayflower. Les puritains, qui avaient été eux-mêmes poursuivis et réprimés, vont cependant manquer de tolérance envers les autres pratiquants. Et cette absence de tolérance, elle va être à la base, par exemple, de ce qu'on appellera les sorcières de Salem, l'affaire des sorcières de Salem. C'est au début du XVIIIe siècle, que vont être créées deux villes qui auront une certaine influence sur Arkham. Salem d'abord en 1626 au sud d'Arkham et Kingsport en 1639 à l'est de la ville. C'est de Kingsport, qui est un port important, que viendront les pêcheurs et commerçants qui, en construisant les quais sur la Miskatonic, en feront un centre économique viable et un port fluvial. Et c'est surtout ceux de Salem, des libres penseurs ne supportant plus les persécutions de l'église congrégationniste, l'église fondée par les puritains, qui, en se réunissant autour de French Hill et en établissant leur maison, allaient fonder la ville à la fin du XVIIe siècle. Le nom de ses fondateurs sont
Jeremiah Armitage, Jebel Whatley, Tristram Kerwin ou Abel Peabody. Ces noms seront conservés et reportés dans le nom des rues de la ville. Parmi ces nouveaux venus, 2 femmes, dont on a déjà parlé, allaient devenir tristement célèbres. La première, Kezia Mason, qui fut arrêtée par les hommes du roi en 1692 et qui est l'héroïne de la nouvelle La Maison de la Sorcière. Et la seconde, Goody Fuller, qui fut lynchée par la foule en 1704. D'une certaine façon, ces 2 femmes n'ont jamais cessé d'habiter Arkham. Aucun endroit de cette ville n'était plus imprégné de souvenirs macabres que la chambre au pignon où il logeait. Car c'était cette maison, cette chambre, qui avait abrité aussi la vieille Kezia Mason, dont nul n'a jamais pu expliquer l'évasion in extremis de la prison de Salem. C'était en 1692. Le geôlier, devenu fou, Bredouillac, un petit animal à fourrure, au croc blanc, s'était échappé de la cellule de Kezia, et Cotton Mather lui-même fut incapable d'interpréter les courbes et les angles barbouillés sur la pierre grise des murs avec un liquide rouge visqueux. Au XVIIIe siècle, Arkham était avant tout une commune agricole, mais dont le développement et la richesse provenaient surtout de la pêche et du commerce. Le port, établi sur la rivière Miskatonic, permettait de déboucher rapidement sur l'océan. Des familles, comme les Horn ou les Derby, établirent des fortunes basées sur le commerce triangulaire. Des esclaves étaient ramenés d'Afrique, puis échangés contre du rhum, du sucre ou de la mélasse, qui à leur tour étaient revendus ou échangés contre des pots et de la morue salée, envoyés ensuite en Europe. C'est dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle que furent construites les premières rues au nord de la Miskatonic et le premier pont sur la rivière. J'ai pas pu m'empêcher de penser à la création de Miskatonic en relisant la nouvelle La Rue. Et les fameux hommes au chapeau conique, ce sont les descendants des puritains qui s'installèrent dans le Massachusetts au début du XVIIe siècle. En 1765, une importante donation d'argent et de livres de Jeremiah Horn permit la création de l'Institut Miskatonic des arts libéraux, qui deviendra plus tard l'Université Miskatonic. D'ailleurs, c'est pas étonnant que le nom de Horn ait été conservé pour la bibliothèque, puisque la base de la bibliothèque, c'est la collection de livres de ce grand voyageur qu'était Jeremiah Horn. Pendant la guerre d'indépendance, donc entre 1775 et 1782, qui opposait l'Angleterre aux futurs États-Unis, Arkham fournit des corsaires à la République. C'est donc du côté des indépendantistes. Le XIXe siècle vit le déclin de l'activité commerciale de la ville, concurrencée par des centres plus importants, comme Boston ou New York, ou plus localement Kingsport. La ville se tourne alors vers l'industrie, sous des formes diverses, telles que le textile, les chaussures, la peinture, etc. La deuxième moitié du XIXe siècle vit le développement de l'Institut, qui devint université en 1865. La ville alors se modernisa, éclairage public, réseau d'assainissement, création d'une police pour remplacer le shérif, ligne de tramway. De graves inondations ont touché la ville en 1888 et ruiné une partie de l'industrie textile. Enfin, en 1905, la ville fut touchée par une grave épidémie de choléra, une épidémie dont nous avons déjà parlé rapidement dans le dernier épisode. Dans les années 20, Arkham profite moins du grand boom économique que d'autres parties du pays. Son activité est maintenant très centrée autour de l'université.
Alors on y reviendra sûrement, mais il y a certains scénarios des différents suppléments, que ce soit ceux de Descartes ou de Sans Détour, qui utilisent l'histoire d'Arkham. Beaucoup les histoires autour des sorcières de Salem. D'ailleurs, peut-être qu'un jour on fera un épisode spécial sur le procès des sorciers de Salem. C'est un sujet très intéressant. On trouve également un rappel, enfin un scénario s'inspirant de la participation de la ville à la guerre de sécession, puisque un des régiments du Massachusetts était en partie composé par des volontaires d'Arkham. Il y a un monument funéraire à ces morts qui a été construit sur le campus, si je ne dis pas de bêtises. Après, il y a quelques références à des choses qui se sont passées un petit peu plus récemment, hein, comme par exemple l'épidémie qui vit apparaître entre guillemets le réanimateur Herbert West. Moi principalement, je pensais donc à un régiment nommé Terreur, aux scénarios qui sont dans les mystères d'Arkham. Je ne sais plus comment s'appelle ce scénario, où il y a une histoire avec un sorcier contemporain de Kezia Mason, Dames et de corps, qui nous parle justement non pas d'une sorcière pour une fois, mais d'un sorcier de cette époque. En tout cas, une piste qui pourrait être intéressante à développer, c'est que si on recherche des pistes de scénario, on pourrait très bien s'inspirer de l'histoire d'Arkham, de revenir un peu dans le passé. Tout à l'heure, on donnait un exemple sur les Indiens qui pourraient éventuellement, imaginons, vénérer des entités anciennes, mais ça pourrait très bien être un scénario qui inclut des puritains. Ça pourrait très bien être la période où on a les premières personnes qui intègrent Arkham, quoi, qui bâtissent la ville, et peut-être qu'ils peuvent y découvrir des choses, ou voilà. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de scénarios de ce type-là, hein. J'ai l'impression qu'en général, on est beaucoup à partir de 1920, dans ces années-là, quoi. En fait, il y a aussi quelques scénarios qui font des références archéologiques à cette période, et qui tournent autour des groupes d'étudiants archéologues de l'université. Donc le connaître, ça peut être intéressant. Puis bon, il y a ces personnages majeurs que sont les deux sorcières, par exemple, hein, Kezia Mason et Goody Fowler, qui nous renvoient à l'histoire d'Arkham. Voilà sur cette première partie d'épisode consacrée à l'histoire d'Arkham. Si de votre côté, vous avez des souvenirs de scénarios que vous auriez pu jouer ou faire jouer, qui mentionnent un peu cette histoire-là, ou même si vous avez des idées de scénarios, de fil conducteur qui pourraient inclure l'histoire d'Arkham, ça pourrait être intéressant de les partager avec nous. En attendant, je vous donne rendez-vous dès à présent pour la deuxième partie de l'épisode, où nous allons continuer notre visite guidée de la ville. A tout de suite.